ta part sur la bonne. Est-ce que vous voyez le PowerPoint, c'est bon? Oui, Ok, bah, du coup, je vais commencer. Merci, du coup, Philippe, pour cette introduction. Moi, le sujet, ça va être vraiment pour introduire le sujet du livrage et voir un peu l'état actuel côté prévisionniste, comment on fait justement à partir de profils verticaux ou de champs modèles pour prévoir le givrage. Donc, ça sera assez basique et pour nous mettre dans le bain, on va dire. Donc le plan, bon, je le détaille pas, vous le verrez au fur et à mesure, mais quand vous verrez la présentation comme ça. Donc l'eau surfondue n'est pas rare dans les nuages où les avions qui la rencontrent sont sujets au givrage. Cette accumulation de glace est particulièrement dangereuse car même une mince couche de glace sur des ailes, outre l'augmentation de la masse de l'aéronef, peut diminuer leur portance entraînant un risque de décrochage, d'où un enjeu en fait de sécurité important sur cette thématique. Donc l'objectif, c'est savoir différencier différentes sévérités du givrage et vous fournir les méthodes pour détecter le givrage, notamment à partir des profils verticaux. Donc on va commencer facilement, on va dire, avec les définitions. Donc les nuages, comme vous le savez tous, sont constitués d'un ensemble de micro-gouttelettes d'eau liquide et ou solide en suspension dans l'atmosphère. Leur formation à l'échelle macroscopique est détectée par les propriétés thermodynamiques, donc pression, température de l'atmosphère. Donc on a d'une part les noyaux de condensation. Donc un noyau de condensation est une particule hygroscopique flottant dans la troposphère et sur laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air se déposera pour former une gouttelette d'eau liquide. Et d'autre part, on a les noyaux de glacogène. Donc un noyau glacogène est tout grain de matière qui favorise la formation de cristaux de glace dans l'atmosphère terrestre. Donc la congélation plutôt hétérogène. Mais il existe plusieurs types de congélation. Donc on a la congélation homogène, donc qui ne nécessite pas justement de noyau glacogène, mais qui n'est efficace qu'à partir de moins 40 degrés Celsius. Ensuite, on a la congélation du coup hétérogène avec la congélation par dépôt, par immersion, par condensation et par contact, donc qui à partir d'une gouttelette d'eau ou d'un noyau glacogène génère des cristaux de glace. Voilà, donc et cette congélation hétérogène, donc elle est efficace à partir de moins 10 degrés Celsius. Quand on dit efficace à partir de moins 10 degrés Celsius, justement, à partir de moins 10 degrés Celsius, c'est là où on observe la plus grande quantité de ces noyaux glacogènes issus de la congélation hétérogène. Donc on va regarder les différents types de noyaux glacogènes qu'il existe et à partir de quand justement ils sont efficaces. Donc les particules par exemple de poussière, donc qu'elles soient agricoles, désertiques, volcaniques, donc s'activent sous forme de cristaux de glace à des températures inférieures à moins 15 degrés Celsius. Donc cependant ils agissent facilement comme noyaux glacogènes à des températures plus élevées comme moins 10 degrés Celsius. Ensuite, on a les particules métalliques ou oxydes de métal, sur lesquels je n'insisterai pas puisqu'ils sont actifs qu'à partir de moins 40 degrés Celsius jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Et comme ce sont des gammes de température où la nucléation homogène a déjà lieu, donc ils ne seront pas beaucoup sollicités pour servir de noyau glacogène. On a les particules organiques, donc on distingue les particules organiques primaires, par exemple les embruns marins, des secondaires, donc les composés organiques volatiles. Leur efficacité en tant que noyau glacogène est très variable, souvent le plus efficace en dessous de moins 30 degrés Celsius, mais certains le sont autour de moins 10 degrés Celsius, et c'est ceux que je présente ensuite, donc ceux qui sont efficaces à partir de moins 10 degrés Celsius sont les bioaérosols, donc, qui sont des particules biologiques en suspension dans l'air, donc des bactéries, des spores de champignons, du pollen, virus, phytoplancton, lichen, etc. Donc ils peuvent faire de la glace à des températures jusqu'à moins 8 degrés Celsius, mais ils commencent, disons, à avoir la capacité de générer des noyaux glacogènes à partir de moins 2 degrés Celsius. Mais c'est pas là où ils seront le plus efficaces. Donc le givrage. Donc des conditions de givrage existent lorsque l'air contient des gouttelettes d'eau liquide surfondues. Donc on va s'éloigner un peu de la physique de base qui veut qu'en dessous de 0 degré Celsius on ait de la glace, entre 0 et 100 degrés Celsius liquide. Là, c'est dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué avec l'eau surfondue. Donc l'eau surfondue est l'état d'une particule d'eau en phase liquide alors que sa température est plus basse que son point de solidification, donc c'est-à-dire inférieur à 0 degré Celsius. Donc du coup, là, j'ai mis le graphique où certaines études ont montré qu'on pouvait avoir de l'eau liquide surfondue jusqu'à moins 48 degrés Celsius. Bien sûr, on a vu ensemble que la nucléation homogène intervenait à partir de moins 40 degrés Celsius. Généralement, la tranche pourrait s'arrêter à moins 40 degrés Celsius, mais certaines études
scientifiques ont montré qu'on pouvait avoir de l'eau liquide jusqu'à moins 48 degrés Celsius. L'effet Bergeron, donc l'effet Bergeron, c'est un processus microphysique des nuages expliquant la croissance des cristaux de glace dans les nuages à des températures sous le point de congélation. Donc à ces températures, la pression de surface des cristaux de glace est moindre que celle de l'eau liquide. Donc les flocons de neige grossissent aux dépens des gouttelettes d'eau surfondues. Donc dans l'atmosphère, l'effet Bergeron, il est efficace à partir de moins 10, moins 15 degrés Celsius. Là, c'était juste une illustration pour montrer justement quand on a Bergeron qui crée justement des cristaux de glace. Et une fois que les cristaux de glace vont précipiter au sein d'un nuage avec de l'eau surfondue, l'eau surfondue va s'agréger autour donc du coup de notre cristal de glace. Et donc là, sur la petite photo, elle permet de voir justement les gouttelettes qui, par contact, se sont agrégées à notre cristal de glace. Pour moi, ce tableau, c'est un tableau qui est super important parce que donc du coup, au niveau de l'axe des ordonnées, on a l'eau liquide contenu dans un nuage en fonction de la température du nuage. Donc, par exemple, à moins 5 degrés Celsius, on voit qu'on a une majorité en fait d'eau liquide surfondue dans le nuage et très peu de contenu en glace. Donc, il faut l'interpréter comment ce schéma, mais en fait, entre 0 et moins 2 degrés Celsius, si on a un nuage entre 0 et moins 2 degrés Celsius, il n'y a que les noyaux de condensation qui sont efficaces. Les noyaux glacogènes n'entrent pas encore en jeu. On a vu qu'en effet, les noyaux glacogènes, il pouvait y en avoir, donc c'est les noyaux glacogènes de poussière biologique. Donc du coup, à partir de moins 2 degrés Celsius, cela rentre en jeu. Donc c'est pour ça qu'à partir entre moins 2 et moins 5 degrés Celsius, on commence à avoir un peu plus de cristaux de glace dans notre nuage, mais c'est pas suffisant, disons, pour renverser, on va dire, l'équilibre avec l'eau surfondue. Et c'est à partir du coup de moins 10 degrés Celsius jusqu'à moins 15 degrés Celsius où là l'effet Bergeron est efficace. En effet, on a autant de noyaux glacogènes dans notre nuage que de noyaux de condensation. Et dépassé ce seuil-là, on a plus de noyaux glacogènes que de noyaux de condensation, donc plus de cristaux de glace que d'eau liquide surfondue. Voilà, donc le résumé, c'est au-dessus de moins 10 degrés Celsius, on a une forte présence d'eau liquide surfondue si notre nuage est à cette température. Donc, je vais insister maintenant sur le givrage et les phénomènes météorologiques. En fait, je vais essayer d'associer justement la sévérité d'un givrage en fonction de phénomènes météo. Donc, vous vous doutez bien que plus le contenu en eau liquide augmente, plus le risque de givrage augmente. Donc, plus les températures sont faiblement négatives, donc supérieures à moins 10 degrés Celsius, plus le risque de givrage augmente. Plus la taille des gouttes d'eau surfondue est importante, plus le risque de givrage sévère augmente, et notamment je crois qu'il y a Gaëtan qui parlera peut-être de la sursaturation, qui sera peut-être dans une présentation. Donc là, je vais vous présenter deux types de nuages dans lesquels on peut trouver justement du givrage. Donc on a à gauche le nuage plutôt classique avec une température de sommet nuageux inférieure à moins 10, moins 15 degrés Celsius. Donc si la température du sommet nuageux est inférieure à ces valeurs, on a les cristaux de glace qui grossissent aux dépens des gouttelettes d'eau liquide surfondue, donc une efficacité en fait de l'effet Bergeron. Puis avec la chute de ces cristaux de glace, soit par gravité ou par sédimentation, on a du coup l'accrétion, l'agglomération, et du coup on a de la neige possible à des étages avec des températures un peu plus élevées, qui vont ensemencer l'ensemble de notre nuage par du brassage également. Voilà, donc ensemencement par précipitation des noyaux glacogènes. Et ensuite, à droite, c'est le nuage, on va dire, dit atypique, avec une température de sommet supérieure à moins 10, moins 15 degrés Celsius. Donc, on a une congélation des gouttelettes d'eau qui est minoritaire, donc plutôt de la présence d'eau liquide surfondue. Le grossissement se fait par coalescence, donc on a plutôt de la bruine ou de la pluie faible dans notre nuage. Donc, dans les nuages classiques, donc c'est ce que je disais, on a un ensemencement en noyau glacogène par précipitation, dépôt, gravité ou brassage des couches inférieures à moins 10, moins 15 degrés Celsius, où il y a une forte présence de noyaux glacogènes qui vont alimenter du coup les zones qui sont, disons, entre 0 et moins 15 degrés Celsius, pour qu'il y ait en fait plus de noyaux glacogènes que de noyaux de condensation dans cette partie du nuage entre 0 et moins 15 degrés Celsius. Donc, du coup, les noyaux de condensation sont minoritaires sur la couche saturée inférieure à 0 degrés Celsius. Il y aura quand même de la présence entre 0, moins 10 degrés Celsius, moins 15 degrés Celsius de quelques gouttelettes d'eau liquide surfondue. Du coup, en termes de prévision, ce qu'on pourra mettre par exemple sur un Tensi basse couche ou un Tensi Euroc en termes de production
aéronautique, c'est du givrage léger à modéré entre les couches justement saturées entre 0 et moins 15 degrés Celsius dans notre nuage classique. Bon, je reviendrai justement après sur les zones d'isothermie qui se trouvent justement entre 0, moins 10, moins 15 degrés Celsius. Les isothermies vont tendance à être des zones où on va avoir une grosse stabilité de l'atmosphère, donc du coup qui vont empêcher le brassage et donc du coup l'ensemencement des noyaux glacogènes des couches supérieures sur nos couches inférieures dans le nuage classique. Dans les nuages atypiques, donc on a une absence ou une quantité moindre de noyaux glacogènes par rapport aux noyaux de condensation, donc du coup on a de l'eau liquide surfondue dans une couche saturée inférieure à 0 degré Celsius. Dans cette couche-là, du coup, il faut s'attendre à avoir du givrage sévère entre 0 et moins 15 degrés Celsius. J'ai mis attention aux nuages en moyenne troposphère, parce si on a une zone sèche entre notre nuage atypique et au-dessus de ce nuage atypique, on a un autre nuage. On a le nuage de l'étage supérieur qui peut ensemencer, s'il est suffisamment proche, en noyau glacogène, le nuage du coup atypique, ce qui va diminuer la sévérité du givrage. Donc là, c'est juste pour faire un point sur les nuages instables où c'est d'autres processus qui se mettent en place, notamment les vitesses verticales qui vont par ascendance en fait alimenter en eau liquide surfondue notre nuage instable. Et donc du coup, le résumé, c'est que les ascendances alimentent en gouttelettes d'eau surfondue les plages de température négative lorsqu'on a un nuage instable. On a de l'eau surfondue du coup sur une couche inférieure à 0 degré Celsius et on mettra du coup du givrage léger à modéré dans la zone instable entre 0 et moins 20 degrés Celsius. Et bien sûr, associé au cumulus congestus et au cumulonimbus, on aura du givrage sévère. Donc c'est à peu près ce qui est usité, on va dire, pour la production de TBA et de tensil rock. Ensuite, par phénomène météorologique, donc là je vais vous présenter différents types de phénomènes météorologiques auxquels on peut raccrocher du givrage sévère. Donc on a le brouillard givrant, donc là c'est une situation à droite du 26 janvier 2022 à 10h UTC avec du brouillard givrant bien présent sur l'ensemble de l'hexagone et notamment sur la vallée de la Garonne. Et à gauche, donc il y a une photographie réalisée par Sébastien Laflorency. On voit justement l'effet d'un brouillard givrant. Donc là, il y a eu une semaine de brouillard givrant et la photo a été prise après, donc qui fait un dépôt de glace justement sur la végétation. Et ici, donc là, c'est juste pour voir qu'on a du dépôt justement de givre au niveau de la végétation au sol, sur l'herbe, pendant un brouillard du coup givrant. Donc le brouillard givrant, c'est des gouttelettes d'eau qui sont surfondues, qui gèlent au contact avec le sol ou avec d'autres objets, des avions par exemple, et forment un dépôt de givre. Donc pour l'aéronautique, tout brouillard composé principalement d'eau liquide surfondue à température négative est signalé comme brouillard givrant et on l'associera du coup comme givrage sévère dans les productions aéronautiques généralement. Là, c'est des exemples j'essaye de faire vite, de brouillard givrant. Donc on a le pied, généralement une masse d'air qui est plutôt radiative ou pour avoir ce phénomène-là, avec donc, du coup, si on zoome au niveau du sol, on a comme présenté en fait notre brouillard, c'est un nuage atypique, donc du coup avec une, zone, une tranche saturée entre 0 et moins 10 degrés Celsius. Donc là, sur mon exemple de gauche, j'ai une couche saturée aux environs de moins 7, moins 8 degrés Celsius. Donc les noyaux en présence sont majoritairement des noyaux de condensation. Donc, il y a majoritairement dans mon nuage de brouillard de l'eau liquide. Et si un avion traverse cette couche, il y aura donc de, de la glace qui va se créer sur mon avion. Et donc, du coup, il faudra indiquer une plage de givrage sévère. Sur l'exemple de droite, c'est pareil. On avait plutôt une zone saturée aux environs de moins 4 degrés Celsius. Donc, pareil, même diagnostic des noyaux de condensation majoritaires au sein de ce nuage, comme on l'a vu lors du graphique précédent. Et donc, il faudra indiquer une plage de givrage sévère. Ensuite, un phénomène météo auquel on a tous l'habitude et auquel on est tous sensibilisés, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, c'est la fameuse pluie ou bruine verglaçante. Donc, à chaque fois, j'ai indiqué l'air associé. Donc, là, c'était généralement associé à des épisodes de neige de redoux. On peut retrouver justement ces pluies ou bruines verglaçantes. Donc, généralement, entre le moment où on a de la neige qui précipite au niveau du sol et le moment où on a du coup la pluie. Donc entre ces deux fourchettes-là, on peut avoir un nez chaud qui traverse deux fois l'ISO 0 degré Celsius.
Donc la pluie est brune verglaçante, donc c'est de l'eau liquide, de la pluie à température négative. Donc les gouttelettes d'eau sur fond du gel au contact avec le sol ou avec d'autres objets, donc on pense toujours à nos petits avions, et forment un dépôt de givre transparent. Pour l'aéronautique, la présence de pluie verglaçante est synonyme de givrage sévère. Donc là, je vais vous présenter les deux profils verticaux un peu classiques avec le nez chaud. Donc en altitude, on a plutôt des cristaux de glace qui fondent dans la tranche à température positive, et au niveau du sol, on a donc du coup on devait zoomer, donc la plage de givrage sévère, puisque la pluie n'a pas eu le temps de repasser en phase solide, et c'est le choc avec le sol qui va lui donner cette énergie pour repasser en phase solide. Donc du coup, phénomène de pluie bruine verglaçante. Voilà les profils verticaux caractéristiques des nez chauds. Ensuite, je vais vous parler de la pluie vitrifiante, donc qui est une terminologie qui a été pas mal popularisée par François Sex, qui est prévisionniste dans le sud-est, et qui présente justement son concept de pluie vitrifiante lors de la formation permanente des phénomènes hivernaux. Et donc les pluies vitrifiantes et non pas verglaçantes. Donc pourquoi cette différence? Donc la pluie verglaçante, donc généralement au niveau des étages supérieurs, on a des cristaux de glace ou de la neige donc qui précipitent dans une zone à température supérieure. C'est notre fameux nez chaud. Donc on se retrouve dans la partie où la température est positive avec de l'eau liquide. Mais donc on a ce nez chaud du coup qui a l'inversion en basse couche qui nous ramène à des températures négatives, donc du coup de la pluie verglaçante. Et la pluie vitrifiante, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un terme qui est plutôt utilisé et qu'il utilise lui, qu'il applique en montagne, mais c'est ce que nous on retrouve en fait au sein de nos nuages, on va dire atypiques pour l'aéronautique, qui sont composés majoritairement de gouttelettes d'eau surfondues. Je vais vous montrer. Là, c'est des photos réalisées parce que du coup, c'est une problématique qu'ils ont justement en montagne avec du coup, des couches de glace qui s'agglomèrent au-dessus de la neige. Donc, généralement, un gros enjeu de sécurité en montagne. On voit ce genre de photographie avec pages très réfléchissantes. On peut s'imaginer que le sol est bien glissant. Donc là, c'est une autre photographie où on voit justement les impacts des gouttelettes d'eau à température négative, et une fois qu'elles touchent le sol, donc qui gèlent instantanément. Donc pour avoir de la pluie et bruine verglaçante, il faut une température du sommet de la couche saturée supérieure à moins 10 degrés Celsius, puisque justement, ce sera une couche où on aura majoritairement des noyaux de condensation, donc de l'eau liquide. Pour avoir des pluies et bruines vitrifiantes, il faut aussi des vents forts en moyenne troposphère permettant le dépôt des hydrométéores. Donc c'est nécessaire pour la montagne, hein, pour avoir justement cette épaisse couche de glace. Ça l'est un peu moins pour nous en aéronautique, puisque notre avion se charge justement de récolter toutes ces gouttelettes d'eau liquide surfondue. Et donc, du coup, on n'a pas forcément besoin pour l'aéronautique d'avoir des vents forts en moyenne troposphère pour avoir justement, quand notre nuage va traverser quand notre avion va traverser cette couche saturée, il y aura des risques du coup de givrage sévère. Donc généralement associé à un front chaud en frontolyse ou un pseudo-front avec saturation en basse couche. C'est aussi possible avec de la subsidence en moyenne troposphère avec assèchement surplombant donc une couche saturée, pas trop épaisse, mais donc suffisamment épaisse pour avoir le sommet de la couche saturée supérieure à moins 10 degrés Celsius ou moins 15 degrés Celsius. Là, j'ai affiché plusieurs profils verticaux justement où on va retrouver ce concept. Donc on voit que c'est pas du tout le même schéma conceptuel que la pluie verglaçante. Donc du coup on se retrouve avec à gauche, ça ressemble un peu à nos profils qu'on avait avec le brouillard givrant. Donc du coup on se retrouve avec une couche saturée entre 0 et moins 10 degrés Celsius. Donc du coup une couche saturée avec une occurrence de givrage sévère parce que beaucoup de gouttelettes d'eau surfondues au sein de ce nuage. Celui de droite, celui du milieu, pardon, on a plutôt un profil vertical, donc un peu plus classique, avec donc, du coup cette tranche saturée entre 0 et moins 10 degrés Celsius, qui du coup comportera majoritairement des gouttelettes d'eau liquide surfondues, donc avec du givrage sévère. Et enfin, celui de droite, donc pareil, on est saturé entre 0 et moins 10 degrés Celsius, donc là sur l'ensemble de la couche, donc du coup on mettra du givrage sévère sur l'ensemble de la couche. Donc j'avais signalé justement pour certains nuages un peu plus classiques où on a des températures qui peuvent monter au-dessus en dessous pardon, de moins 10 degrés Celsius, et du coup en théorie avoir plus de noyaux glaçogènes
grande quantité et qui peuvent ensemencer la zone inférieure. Mais si on a du coup la présence d'isothermie au sein de ce nuage un peu plus classique, euh, donc du coup il faudra être vigilant parce que le brassage ne se fera pas de façon optimale et donc du coup on aura la possibilité d'empêcher l'ensemencement des noyaux glaçogènes dans les couches inférieures et donc du coup on pourra avoir là, lié à ces deux isothermies, une couche de givrage sévère puisque dans cette couche donc, qui est entre 0 et on va dire le sommet de ma première isothermie rencontrée, on aura donc du coup majoritairement des noyaux de condensation puisque les noyaux glaçogènes n'auront pas réussi à ensemencer la base de mon nuage. Adrien, une Oui. minute. Ok, je fais au plus vite. Du coup là sur l'exemple qui est ici, en fait c'est un petit cas particulier. On a de la pluie bruine vitrifiante au sommet du nuage et aussi de la pluie verglaçante. Donc si on regarde notre profil vertical, si on va partir du sommet du nuage, on a du coup une zone saturée entre 0 et moins 8 degrés Celsius. Donc le sommet du nuage est impacté par du givrage sévère. Après on a de la pluie puisque l'ISO 0 plus classique c'est l'ISO 0. Puis après on repasse en dessous de l'ISO 0, donc du coup pluie verglaçante au sol et pluie vitrifiante au sommet de ma couche nuageuse. Donc là, c'est parce que j'avais fait pour la campagne Ice Genesis, j'avais fait justement ce cours, mais j'avais pas parlé de la neige par isothermie, et du coup, les élèves avaient pensé que l'isothermie due à la neige d'isothermie pouvait du coup, provoquer du givrage sévère. Ben non, puisque justement, cette isothermie, elle est créée justement par la précipitation de nos flocons de glace, donc, enfin de neige. Donc du coup, faut pas mettre de givrage à la rigueur, givrage léger, mais donc, si c'est de la neige qui tombe majoritairement, il n'y a pas besoin de signaler du coup de risque de givrage. Notre couche est saturée sur l'ensemble de la troposphère. Ensuite, là, c'était donc, si vous avez vu le sens des barbules, donc on est plutôt dans l'hémisphère sud. J'avais fait une présentation du coup sur le givrage lors d'une expédition à Tahiti et justement il y avait à proximité il y avait un sigmètre de givrage et on avait été avec les prévisionnistes faire quelques profils verticaux et en effet on a des profils verticaux caractéristiques de la pluie bruine vitrifiante avec une zone saturée là, entre 0 et moins 10 degrés Celsius. Pareil ici, là sur celui de droite, une petite tranche saturée entre 0 et moins 10 degrés Celsius. Un accord entre les prévisions faites par les All Blacks et les modèles, en tout cas arpège, à Tahiti. On a eu aussi le cas de bruine vitrifiante en Terra Delhi qui avait été soulevé par Adrien Collomb, qui est un ancien élève IENM et qui, du coup, qui est en mission à Terra Delhi et qui était surpris justement avec ce profil vertical d'obtenir en fait, il a eu de la pluie vitrifiante au sol à la base et en fait quand on regarde la couche verticale, on a une saturation avec une isothermie très proche de moins 10 degrés Celsius, donc majoritairement des noyaux de condensation et donc du coup ce qui précipitait c'était de l'eau liquide surflue et donc du coup il faudrait mettre du givrage sévère sur la couche. Là on est entre jusqu'à moins 15 degrés Celsius, on peut quand même avoir, je le disais, moins 10, moins 15 degrés Celsius du givrage sévère qui peut être indiqué. Je termine du coup ma présentation un peu vite. C'était juste pour montrer ce qu'on pouvait avoir aussi au niveau de arôme en termes d'eau nuageuse. Arôme peut réagir en eau nuageuse à des températures négatives en grande quantité. Donc si vous affichez, si vous faites une coupe verticale au sein de votre nuage avec l'eau liquide qui est en couleur jaune euh, et vert, on va dire, sur le graphique de droite, la coupe verticale de droite. La glace nuageuse, elle est en rouge, donc on voit qu'on a très peu de glace nuageuse à température négative, mais on a plutôt de l'eau liquide surfondue. Et en vert, là, en isoline verte, ce sont les isolines de température. La référence est un peu plus en gras, on va dire, et donc du coup, le arôme arrive à modéliser du coup cette petite tranche à température négative d'eau liquide. Vous voyez qu'on avait le profil caractéristique avec de la pluie brune vitrifiante. Donc là, un autre exemple avec toujours arôme, où on voit qu'on a une forte concentration en eau nuageuse à des températures négatives. Donc ici 0,5 g par kilogramme en température, alors qu'on n'a qu'une faible concentration en neige nuageuse, donc 0,01 g par kilogramme. Juste pour faire une remarque par rapport à une campagne qu'on avait fait avec Zafir et avec quelques élèves, encadrés notamment aussi par Benoît Vier, la campagne Ice Genesis qui avait donné justement en termes de concentration, que ce soit en eau nuageuse ou en glace nuageuse, disons que les résultats étaient assez proches entre ce qu'indiquait Arôme et ce qui avait été mesuré lors de la campagne Ice Genesis dans le Jura suisse par l'avion de Saphir.
Donc au niveau de la synthèse, donc j'ai réalisé soit un petit tableau ici présent, soit une sorte de graphique, arbre de décision, on va dire, en fonction du type de nuage qu'on peut rencontrer. Donc est-ce que c'est un nuage instable? Est-ce que c'est un nuage stable? Quelle est la température du sommet de nuage? Et il y a juste une petite remarque que j'ai pas fait justement lorsqu'on a une isothermie qui est présente, mais peut-être que Gaëtan en parlera. Si on a en dessous de l'isothermie un peu d'instabilité au sein de notre nuage, ça peut être un phénomène aggravant, puisque justement on peut avoir le phénomène de sursaturation qui va favoriser le développement, donc du coup des doses liquides tendues un peu plus grosses, et donc du coup favoriser le givrage enfin, sévère encore plus fortement. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je remercie évidemment Philippe pour avoir organisé ce rendez-vous et aussi Gaëtan avec qui j'ai pu échanger. Et voilà, il y a toutes les sources que j'ai utilisées pour cette présentation. Merci.